Spartiate, bienvenue. Alors, il semblerait que les marchés aillent mieux et on a la Maison Blanche et les Républicains qui parviennent à un accord provisoire pour éviter le défaut de paiement des États-Unis. Donc, comme ce qui semblait être prévu, et voilà, j'avais un petit doute, plus le temps passait, mais comme d'habitude, il n'y a pas vraiment eu de surprise. On dirait que c'est vraiment un sketch ou un cinéma, je sais pas, mais c'est toujours la même chose. Auparavant, ils avaient augmenté le plafond à 78 fois. Je pense que là, c'est la 79e fois ou quelque chose comme ça, ou 73e, je sais plus trop. Mais une nouvelle fois, les Américains augmentent leur plafond de la dette. Et voilà. Et certainement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir, la planche à billets qui va suivre dans quelques peu de temps là. Donc les républicains de la Chambre ont conclu un accord de principe avec la Maison Blanche pour s'attaquer au plafond de la dette nationale et éviter un défaut de paiement. Le président Kevin McCarthy, donc à droite là, c'est le président de la Chambre des représentants, a déclaré que l'accord incluait des réductions historiques des dépenses et qu'il prévoyait de le préparer pour un vote à la Chambre mercredi. Donc le président Joe Biden a déclaré que cela représente un compromis, ce qui signifie que tout le monde n'obtient pas ce qu'il veut. Donc là, en gros, ici c'est Joe Biden qui ment, donc le président en exercice. C'est lui qui a cédé du terrain et qui a accepté une baisse des dépenses. Et là, lui, il est en train de déclarer, voilà, pour camoufler un peu tout ça, que personne n'a vraiment obtenu ce qu'il voulait. Mais en vrai, c'est les républicains qui ont réussi à obtenir une baisse massive des dépenses. Donc Joe Biden a cédé et McCarthy l'a emporté. Donc les républicains ont obtenu ce qu'ils voulaient ici, là. Donc les républicains de la Chambre ont conclu samedi soir un accord de principe avec la Maison Blanche pour augmenter la limite d'emprunt du pays et éviter un défaut catastrophique sur la dette souveraine américaine. Donc vous voyez que ils augmentent, ils impriment à gogo et ils réaugmentent leur dette, ils augmentent leur plafond de dette comme ça, à partir de rien, voilà. Et en fait, ils font tout un cinéma pour faire croire en fait que voilà, c'était compliqué, tout ça, pour nous donner une illusion que c'est pas bien de faire ça, vous voyez. Mais au final, voilà, c'est toujours la même chose et il n'y a pas de limite, on va dire. Là où le Bitcoin, il y a une limite, là-bas, il n'y a pas de limite. Ils impriment du dollar à gogo et ils augmentent simplement le plafond de la dette en faisant croire que ils sont en train de négocier durement, que c'est voilà, c'est une situation exceptionnelle, des choses comme ça là. Donc c'est toujours la même chose. Voilà par rapport à ça. Donc voilà, accord de principe et monsieur Kevin McCarthy ici là a réussi à obtenir l'accord des démocrates. Donc très bien par rapport à ça. Le président Biden et le président de la Chambre, McCarthy, donc parviennent à un accord de principe pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut qui menaçait l'économie mondiale. Donc c'est vrai qu'un défaut de paiement américain aurait eu des conséquences, on va dire, mondiales. Et ça aurait impacté toutes les bourses mondiales. Donc, ils ont réussi à trouver ça. Le président Joe Biden et Kevin McCarthy ont scellé l'accord lors d'un appel téléphonique de 90 minutes. Ce cadre doit maintenant être adopté par le législateur, qui va certainement l'adopter. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Bloomberg. Un article de Bloomberg. Donc, je vous laisserai... voilà, enfin, vous avez ça. Je vous l'ai retweeté. Donc, c'est bon. Donc, si on le reprend depuis le début... Alors... Ici, voilà, un accord de principe a été trouvé sur le rehaussement du plafond de la dette, alors que le pays est à quelques jours du défaut. Un deal pour remonter le plafond de la dette sera signé mercredi. Donc d'ici mercredi de la semaine prochaine, aujourd'hui on est le dimanche 28 mai, d'ici la semaine prochaine, au mois de juin là, on aura l'accord qui sera signé. Donc voilà, ici c'est bien marqué, hein, c'est facile de tricher quand on est maître du Monopoly. Donc ils sont maîtres, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils font tout un sketch, tout ça là c'est un sketch pour faire croire que, voilà, normalement c'est interdit d'augmenter le plafond de la dette, mais que c'est, voilà, c'est vraiment, sinon ça pourrait avoir des conséquences graves. En fait, ils se font tout un cinéma pour à la fin, comme d'habitude, réaugmenter le plafond. Et là, ils nous font croire que c'est du sérieux, que ça a négocié pendant des heures. En fait, c'est tous les jours, enfin, à chaque fois, à chaque hausse, ça fait des années qu'ils refont ça.
c'est toujours pareil. Ils trouvent un accord presque à la dernière semaine pour faire croire que cette fois, ça allait pas le faire, tout ça. Mais à chaque fois, ils trouvent le moyen de augmenter le plafond de la dette. Donc, les US relèvent le plafond de la dette donc à 31 milliards 400. 31 400 milliards, pardon. Donc, vous voyez que c'est énorme. Hein. Les dirigeants américains ont trouvé un accord de principe et décidé d'augmenter le plafond de la dette pendant 2 ans. Donc, voilà. Pendant 2 ans, le plafond de la dette va être réaugmenté. Et donc, voilà, ils vont recommencer à imprimer là pendant au moins 2 ans. Et dans 2 ans, ils réaugmenteront une nouvelle fois le plafond de la dette. Comme d'habitude, voilà. Le pays va également faire des efforts pour réduire ses dépenses et augmenter les impôts. Donc voilà, la dette, c'est des impôts différés. Si vous écoutez Olivier Delamarche, je trouve qu'il a raison. Et voilà. Alors, j'ai activé Siri sans faire exprès, donc désolé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, mais bref. Voilà, le pays va faire des efforts, entre guillemets, pour réduire ses dépenses. Là, les démocrates qui n'ont pas une majorité à la Chambre des représentants, tout ça, doivent faire des compromis. Donc, Joe Biden n'a pas le choix. Il va moins dépenser que ce qu'il prévoit. Mais par contre, les impôts vont augmenter. Que ce soit aux États-Unis, même en France, avec toute la dette que l'Europe est en train d'amasser, la France, voilà, augmentera ses impôts tôt ou tard. Vous voyez ? Donc, l'Occident, eux, va droit dans l'appauvrissement de ces peuples, tout ça là. Et bien sûr, la nouvelle, c'est de Jérôme Powell, mais ironique là, notre Jérôme Powell. C'est une parodie de Jérôme Powell, mais là, il dit toute une vérité là. Il a fait une parodie là de Game of Thrones. Donc voilà, quand ils disent que l'hiver arrive. Donc là, c'est l'impression d'argent qui arrive. Vous voyez ? Parce que l'accord a été trouvé, donc le plafond a été augmenté. Donc ils vont imprimer à gogo jusqu'à réatteindre cette nouvelle limite de 31 400 milliards. Et donc l'impression arrive et je pense qu'elle va arriver d'ici cet été, perso. On dirait que tout est décidé pour que d'ici cet été, il y a un pivot de la réserve fédérale. Vous voyez, l'été, il n'y a pas grand monde sur les marchés. Ils vont en profiter pour faire ça doucement, faire leur pivot, recommencer l'impression monétaire. Et c'est à ce moment-là que les marchés vont exploser à la hausse. Vous voyez ? Et donc, ce sera la fête à ce moment-là. Et donc, vous voyez que là, le plafond de la dette a été levé. Voilà. Amazon Prime vient juste de livrer de l'encre fraîche pour l'impression d'argent, l'imprimante d'argent. Donc voilà, ça c'est ironique. Le marché boule est de retour. Vous voyez que là, ça va être la fête à l'impression monétaire là. Ça va y aller là, ça va y aller très très fort sous peu. Et quand les marchés sont inondés d'argent, en général, les investisseurs, les spéculateurs, voilà, profitent et investissent sur tout ce qui est attrayant, tout ça, les mêmes coins, tout ce qui a petite capitalisation, le Nasdaq, les indices technologiques. Les investisseurs se font plaisir et vont même se permettre même d'aller acheter leur projet préféré, tout ça là. Et là, tout le monde est intelligent à ce niveau-là. Là. Quand il y a un bull run, cette fois, voilà, tout le monde en profite. Donc ça arrive sous peu, certainement d'ici cet été, on verra. Donc là, Paul de Crypto Formation qui dit que, imaginez que vous avez 32 000 $ de dette et qu'il vous reste moins de 87 $ dans votre compte en banque. Bah, c'est le gouvernement US en ce moment, vous voyez, mais que vous avez une cote de crédit de AAA. Ouais. Donc, le gouvernement américain qui est hyper endetté, en fait, qui n'a plus rien dans ses caisses, voilà, mais qui est hyper endetté, mais qui a la meilleure note de crédit. En fait, ils sont hyper endettés, ils n'ont plus rien, mais ils ont une note de crédit, voilà, la meilleure note possible. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, et cette impression monétaire qui va s'en venir, comme d'hab, ensuite ça va créer de l'inflation, et voilà, et ainsi de suite.
ça va créer une bulle et la bulle va éclater quand il y aura trop d'inflation. La Réserve fédérale va arriver et va dire que, bon, bah, on réaugmente C'est toujours le même cycle. Donc là, ils vont bientôt... Là, ils ont augmenté les plafonds, enfin, les taux à des niveaux très élevés, à 5, bientôt 6. Et après, ils vont annoncer un pivot. Ils vont recommencer à baisser les taux jusqu'à aller quasiment à zéro, voilà, et imprimer de l'argent. Et après, les marchés, eux, vont exploser. Et eux, après, quand ça va créer un phénomène d'inflation, parce que ça va vraiment réchauffer, chauffer l'économie américaine, là, à ce moment-là, ils vont recommencer à augmenter les taux pour essayer de freiner l'inflation. Donc, c'est toujours pareil, hein. Toujours, c'est des cycles, voilà. Maintenant, ceux qui connaissent ça vont en profiter sur les marchés. En tout cas, voilà un mensonge que je voulais souligner. On a un des républicains du Texas qui dit « Nous allons essayer d'arrêter ». Il dit bien qu'il va essayer. Hein, parce qu'il pourrait... Là, il faudrait enlever ce mot-là. Là. Il va essayer d'arrêter le plafond de la dette chez la Maison Blanche. Donc là, c'est mal traduit. En gros, ils vont essayer d'arrêter de faire augmenter ces plafonds de la dette à chaque fois. Donc comme d'hab, ça c'est du gros mensonge. Ils y arriveront pas. Parce que maintenant, ils sont dans un Ponzi, dans un mécanisme qui fait qu'ils ne peuvent pas plus se permettre d'arrêter d'augmenter voilà, le plafond de la dette. Donc seulement, ils font juste du cinéma pour réaugmenter le plafond de la dette, pour dire qu'ils sont, voilà, ils négocient, des choses comme ça. Mais ça les dérange pas du tout, hein, d'augmenter le plafond de la dette et de continuer à imprimer. Parce que comme ça, ils ont leur main mise, ils ont leur maîtrise. Même ils font plus de dettes, ils ont le pouvoir sur les autres, le monde entier, tout ça. Et tant qu'ils maintiennent le dollar, on va dire, au-dessus des autres devises, et voilà, ils peuvent maîtriser le monde comme ça. Donc leur dette qui s'accroît, ça, ils en ont rien à faire. Tant qu'ils contrôlent le monde, c'est tout ce qui les intéresse. Donc, par rapport à tout ça, cette semaine, on a beaucoup de choses à venir sur l'économie américaine. Le manufacturier, l'emploi, les chiffres de l'emploi, tout ça. Donc, voilà les jobs, tout ça. Donc, on va voir. Semaine intéressante. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et maintenant... Ça, voilà. Là, je parlais depuis tout à l'heure du plafond de la dette. Finalement, bonne nouvelle. Donc là, c'est vert. Il n'y a pas de souci. Là, maintenant, ça concerne les taux. Et je pense que maintenant, le marché, maintenant qu'il y a eu cette bonne nouvelle, certainement, le marché va être dans le vert. Là, vous allez voir les cryptos, tout ça. Les marchés vont bien réagir cette semaine. Et je pense qu'il devrait y avoir du vert. Maintenant, il y a l'autre problème qui fait peur au marché. Et je pense que les marchés vont à nouveau se concentrer ici. C'est... la hausse des taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Et maintenant, et voilà, et tous les regards vont à nouveau être portés sur cette personne, Jérôme Powell, qui a le pouvoir d'augmenter les taux, et voilà, qui combat l'inflation. Donc, la crainte qu'on a eue depuis plus d'un an va à nouveau, voilà, le marché va à nouveau se concentrer sur cette crainte. Maintenant que la crainte du plafond de la dette, là, du défaut de paiement est passée, maintenant, les regards vont à nouveau se porter sur Jérôme Powell. Et on attend tous les investisseurs, tous les spéculateurs attendent qu'ils baissent enfin les taux. Voilà, qu'il fasse un pivot, qu'il arrête d'augmenter les taux, mais plutôt que même, non seulement il les maintient pas, mais il les baisse et qu'il recommence, il déclare qu'il va faire du quantitative easing, c'est-à-dire qu'il va imprimer de l'argent pour soutenir l'économie. C'est ce que les marchés attendent depuis plusieurs temps déjà, et c'est ce qu'on devrait avoir peut-être d'ici cet été-là. En attendant, cette semaine aussi, on a beaucoup de membres du FOMC, donc des membres de la Réserve fédérale, au même titre que Powell. Powell, c'est le président, c'est lui qui, à la fin, décide. C'est lui à lui qu'appartient la décision. Mais les autres membres de la Fed, en l'occurrence ici, Barkin, Bowman, Harker, Jefferson, voilà. Ces membres-là vont avoir des discours, des interviews. Et ils vont s'exprimer durant la semaine. Et eux, ces membres-là peuvent influencer Jérôme Powell. Donc, leurs discours seront scrutés à fond cette semaine. Et donc, justement, vous voyez le GIF là, peut-être que dans ces annonces-là, on va avoir peut-être de l'impression, ou en tout cas, c'est des annonces qui vont laisser penser qu'on va avoir une impression monétaire à moyen terme là. Donc, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Donc... on va enchaîner maintenant un peu plus sur les marchés là et voir
comment les marchés se comportent. Là, vous pouvez voir que les marchés ont performé. Hein. Pour ce qui est des marchés boursiers, là, ça a pas mal performé. Alors, bon, ça va, je suis seulement un quart d'heure de vidéo. Donc, ça a été poussé par l'IA. Donc, le commerce, on voit que tout ce qui est Nasdaq, les actions technologiques, en ce moment, performent pas mal. Et ça, c'est l'IA. Et non seulement l'intelligence artificielle qui alimente la technologie là, parce que c'est nouveau, c'est attractif, tout ça, mais les perspectives d'une Fed moins agressive, et donc ce que va faire la Réserve fédérale à venir, on dirait que ça alimente les marchés. Les marchés ont bon espoir justement que la Fed soit moins agressive, annonce qu'elle arrête d'augmenter ses taux, et peut-être entame même un pivot et recommence à imprimer de l'argent. Donc l'espoir de tout ça alimente les marchés boursiers. Donc à voir en tout cas par rapport à ça. Voici ce qui est possible. Hein. Donc là, on a l'indice du Nasdaq en 2023. Mais regardez, on dirait que si vous regardez bien, on a l'impression que c'est la même chose qu'en bas là. Qu'est-ce qui s'est passé en 1983. Donc ça concerne les marchés boursiers, hein, le Nasdaq. Si vous voyez bien, on dirait le même schéma à peu près là. Vous voyez ? Le même schéma. Et regardez, si on regarde bien là, bah là en 2023, ça pourrait faire comme en 1983 où après ça a explosé, c'est parti à la hausse. Et là, on dirait qu'en 2023, là, on est bien parti là pour vraiment faire un rallye. Donc tout ça, ça pourrait arriver hein, sous peu. Donc là, on a une bonne nouvelle par rapport au défaut de paiement. Il n'y aura pas de catastrophe, ça a alimenté le marché. Mais en plus, si les membres de la Fed ou des choses comme ça annoncent que finalement, ils ne vont pas aller plus loin ou des choses comme ça, ça peut très bien vite aller plus haut là. Donc on verra. Un scénario qui peut se tenir, à voir en tout cas. Maintenant, sur l'actualité, on va dire un peu plus géopolitique, tout ça, qui m'intéresse beaucoup. Hein. Ça part de là. Hein. C'est ce qui se passe dans le monde qu'il faut observer hein, de manière reculée pour tenter de voir... voilà ce que les spéculateurs vont faire sur le pétrole, sur la bourse, sur les cryptos, les choses comme ça. Et là, l'Arabie Saoudite est en pourparlers pour rejoindre la banque BRICS basée en Chine. Vous voyez ? Donc, vous voyez que c'est la Chine qui va être le leader des BRICS. Hein. Cette banque-là, cette nouvelle banque, c'est la Chine qui va maîtriser ça. Donc, on a l'impression que la Chine va devenir les États-Unis bientôt. Le yuan devient de plus en plus puissant. J'ai l'impression que la Chine est en train de prendre cette nouvelle place de leader mondial. Et la Chine a très bien compris et est en train de faire des cryptos et de Hong Kong la place de la finance mondiale. Vous voyez ? Donc voilà, hein, on s'en va tout droit. Et vous connaissiez, on avait un phénomène de pétrodollar qui maintenait la puissance américaine au plus haut et même l'Arabie Saoudite. Bah, l'Arabie Saoudite a décidé de se trouver un nouveau coéquipier ou un nouveau cavalier, en l'occurrence les BRICS, l'alliance qui veut anéantir les États-Unis, et la Chine, vous voyez. Donc, énorme quand même. Et là, on voit que Xi Jinping, Poutine, Modi et voilà, Ben Salman enterrent les États-Unis, carrément là. Et ça s'en vient sous peu. Hein. Les États-Unis ne pourront rien faire sur le temps, les pays vont se dédollariser et vont prendre la mesure, vous voyez. Donc voilà par rapport à ça, en tout cas, voilà, hein, ça fait la une de l'actualité, les États-Unis et le dollar en difficulté. Hein. L'Arabie Saoudite serait sur le point de rejoindre la banque des BRICS. Donc ça, ce serait une catastrophe hein, en termes, parce que l'Arabie Saoudite, il faut les considérer. Hein, ils ont énormément de puissance avec le pétrole. Et là, que le pétrole passe sous giron chinois, on va dire, ou des BRICS, ça va faire extrêmement mal aux Américains. Vous voyez ? Donc l'Arabie Saoudite sur le point d'intégrer la banque des BRICS. Et je pense que ça va se faire. Hein, au vu des pourparlers, tout ça. Et voilà, un Xi Jinping, le tout-puissant là, il est vraiment en train de faire d'écrire l'histoire hein, et de changer. Voilà. Donc j'espère après que la Chine, quand la Chine sera très puissante et la première puissance mondiale, tout ça, j'espère que la Chine ne fera pas comme les États-Unis. Après, j'ai plus l'impression, de toute façon, la Chine ne pourra pas. Les États-Unis aussi sont très rodés et très puissants. Donc, on va plutôt assister à un monde multipolaire avec plusieurs puissances. Voilà, les États-Unis un peu plus affaiblis, mais les États-Unis quand même toujours là, de côté, certes. Voilà, peut-être en attendant de reprendre leur place de leader dans quelques années. Hein. Mais là, à mon avis, ça sera mort. Parce que
et les États-Unis, enfin, et la Russie, et la Chine, et la plupart des pays, maintenant, vont aller très vite dans le développement. Et je pense pas qu'ils feront de retour en arrière. Donc là, voilà, je pense que même l'Occident va rester en arrière par rapport à ces peuples qui se réveillent de plus en plus et vont prendre la place. Donc, on verra. En tout cas, en Chine, personne n'en parle, mais la Chine se prépare à une nouvelle vague massive de cas de Covid. Le cas de la variante XBB d'Omicron se multiplie en Chine, formant une nouvelle vague qui devrait atteindre environ 65 millions de cas par semaine, d'ici la fin du mois de juin. Donc vous voyez que en Chine, voilà. Mais après, je m'inquiète plus. Pour moi, on est à la fin de tout ça. C'est inquiétant, mais je pense que la Chine va prendre les mesures. Et j'espère qu'ils vont calmer tout ça. Donc, on verra. On verra par rapport à tout ça. Aussi, dans d'autres actualités, vous voyez que toutes mes actualités tournent de plus en plus autour de la Chine. Parce que la Chine, tout ce qu'ils font, il faut surveiller. Maintenant, c'est pas que les États-Unis. Et même au niveau, là c'est plutôt géopolitique, mais même au niveau de la finance, voilà, tout va se concentrer petit à petit, on va se tourner vers la Chine. En même temps que l'IA se développe, la blockchain, tout ça, voilà. Le nouvel ordre, enfin le nouveau monde est en train de se construire, il faut essayer de voir comment, voilà, pour réorienter nos investissements et parier sur le bon cheval, on va dire. Donc... En tout cas, la Chine qui met toujours autant de pression sur Taïwan et qui ne laissera pas Taïwan aux Américains ou Taïwan être indépendant. Vous voyez? Donc, nouveau coup de pression de la part de la Chine. Aussi, à noter, le prix des montres de luxe s'effondre. Vous voyez? Après une flambée record pendant le Covid, les prix des montres de luxe retrouvent enfin des niveaux plus raisonnables. Donc, les consommateurs fortunés réduisent leurs dépenses. Donc, vous voyez, toutes les grosses montres, Audemars Piguet, Patek Philippe, Rolex, voilà, les montres de luxe. En fait, les fortunes, là, ont refroidi, voilà. En même temps, il y avait une forte inflation qui ont fait gonfler le prix de ces montres de luxe, voilà. C'est l'offre et la demande. Et là, avec toute cette inflation, là, le marché est en train de ralentir. Donc, partout, l'immobilier... voilà, il y a eu des bulles partout. Et même sur ces montres, on va dire qu'ils sont considérés comme des actifs. Les montres là, c'est pas vraiment du gaspillage. Contrairement à l'achat d'une résidence principale, où là, vous l'achetez, vous êtes condamné à rembourser tout ça. Ou l'achat d'une voiture, par exemple, là, ça, c'est des passifs. Mais les montres, surtout les montres de luxe, là, de collection, ça prend de la valeur sur le temps. Vous voyez ? Comme un bien physique, même une résidence principale, plus tard dans 20 ans, vous allez peut-être la revendre bien plus cher, mais entre-temps, vous êtes condamné à la rembourser. Alors que la montre, vous pouvez la faire l'achat-revente tout de suite. Vous voyez? C'est plus considéré comme un actif. Là, vous n'empruntez pas auprès d'une banque. Soit vous êtes riche et vous achetez la montre, ou vous faites de l'achat-revente petit à petit. Vous voyez? Vous montez les échelles. Mais en tout cas, sachez que ça baisse. Voilà, bon, ça va pas nous concerner, voilà, ceux qui ont moins de 100 000 de capital ou des choses comme ça, mais c'est à savoir. Ça montre que les marchés se refroidissent, on va dire. Donc, on s'attaque maintenant aux cryptos. Vous voyez que le marché est dans le vert. C'est lié à l'annonce par rapport au plafond de la dette qui a été augmenté et les Américains qui vont, éviter un défaut de paiement. Et ça, c'est applaudi, on va dire, par les marchés. Le Bitcoin qui est remonté là à 27 270. Je trouve que le Bitcoin est quand même très solide. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, les Américains sur la limite, on a l'impression qu'on allait assister à un catacyclisme. Et le Bitcoin qui est largement au-dessus des 25 000, certes, il n'est pas encore passé au-dessus des 30 000, mais il n'est pas très loin. Donc, on verra par rapport à ça. Je trouve, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, en tout cas. Donc, en tout cas, pour le prix du Bitcoin, voilà, on a cassé. Vous voyez? On a cassé. Donc là, franchement, on sent que on va aller plus haut, là. C'est une grosse baisse qu'on a. Voilà, cette bonne nouvelle a immédiatement cassé ça. On peut rapidement revenir aux 30 000 ou aux 32 000. Donc voilà, nous, on nous insuffle de la peur constante. Mais en attendant, il se pourrait que d'ici 2 semaines ou un mois, vous soyez à plus de 30 000 sur les cryptos et proche d'aller chercher les 40 000. Ça se retourne. Quand ça monte, ça va très vite. Par contre, quand ça baisse, c'est très lent. Donc on a une sensation que les marchés font que de baisser sur la longueur.
Alors que après, d'un coup, on se retrouve, ah bah tiens, finalement, la peur, mais finalement, on a un Bitcoin à 40 000. Vous voyez? Donc, c'est la psychologie, c'est comme ça. En tout cas, sur le prix, voilà, il y a beaucoup de charts qui se dessinent. Il faut surveiller cette courbe violette là, rose, la EMA 200, c'est la plus importante. Et donc, faut pas qu'on casse en dessous. Si on va en dessous, là, on peut aller très bas. Ça, c'est une grosse ligne de résistance là. La EMA 200, c'est la courbe de résistance long terme, on va dire. Et ça, elle est très importante. Mais là, on voit que, apparemment... et encore, non, là je me suis trompé, désolé, hein. C'est pas la courbe rose, c'est la courbe noire là. Et vous voyez que là, on a buté dessus. Vous voyez que la courbe rose là, elle est moins, la EMA 50, elle est moins insignifiante. Vous voyez, elle est importante, mais beaucoup moins que la courbe noire ici là sur lequel on a rebondi là. Vous voyez, la EMA 200, et vous voyez qu'on a rebondi. Donc là, il y a des grandes chances qu'on aille chercher, on aille chercher plus haut. Et que d'ici la fin de l'année de 2024 ou d'ici cet été, on soit proche des 40 000 là. Vous voyez? Donc on verra. C'est le Bitcoin et les autres actifs vont écrire leur propre histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à moyen terme, on est bullish. À court terme, on se cherche encore. Mais j'ai envie de dire là, même court terme, moyen terme, il semblerait qu'on soit bullish là. Donc là, on devrait avoir quelques jours de vert à venir. Vous voyez, hein, sur le moyen terme, voilà, on est dans une pente ascendante. Donc là, on est de bas. Maintenant, on remonte un petit peu. Là, c'est sur le long terme. Hein. Vous voyez que ça, c'est courbe long terme. Comme d'habitude. Là, on va aller chercher plus haut. Ça bouge pas. Ici, vous voyez que là, on est bien remonté. Là. Enfin, déjà, depuis le début de l'année, vous voyez que ici, on était bien remonté. Là, on a corrigé. Mais vous voyez, là, on est en train de remonter complètement. Et on va venir chercher les rebounds, là. Donc là, on est en train de casser les rebounds là. On va voir. Si on repasse au-dessus, c'est-à-dire à 27 000, on va dire, allez, 27 500 par là, au-dessus, on pourrait casser tous les rebounds et aller bien plus haut. Donc on va observer sur les prochaines heures. Et là, justement, on va avoir la clôture hebdomadaire, enfin la clôture mensuelle, pardon. Et là, demain... voilà, on est proche de la clôture mensuelle et demain c'est une nouvelle semaine qui commence. Hein. Et comme les marchés boursiers vont certainement être dans le vert, poussés par la bonne nouvelle sur le plafond de la dette, le Bitcoin va peut-être suivre et va aller peut-être chercher bien plus haut. On peut se retrouver d'ici dans la semaine là à 28 000 par là, 28, 29 000 pour ce qui est des prix du Bitcoin là. Ici aussi, vous voyez que, regardez, là, on est en train de remonter et on n'est pas loin. Et là, comme c'est plutôt positif, on n'est pas loin de casser par la hausse, là, les bandes de boulanger, là. Donc, on va voir. Et même, regardez, hein, là, sur le RSI, là, en bas, là, on est en train de buter sur la ligne blanche et on devrait aller plus haut. Donc, vraiment, on dirait qu'à court, moyen terme, il n'y a que de la hausse qui nous attend. C'est pas pour faire le mec bullish à chaque fois, mais on dirait, hein, en tout cas, quand on regarde toutes les charts techniques, et j'en ai pris beaucoup et c'est ce que ça nous indique. Donc à voir en tout cas. Sur le plus long terme, voilà. Hein, vous voyez, à gauche, on est en 2023. Mais regardez ce qui s'était passé à droite en 2015. Donc on était à ce même niveau-là. Vous voyez là, en 2023, on est à ce niveau-là. Regardez, en 2015, on était au même niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Explosion. Et là, c'est justement cette explosion qui nous ramènerait aux 36 000 là. Vous voyez là, c'est dessiné en bleu là. Ce qui est dessiné en bleu, c'est ce qui s'est passé en 2015. Là, imaginons qu'on fait du à peu près là. Regardez, on peut rapidement, d'ici 2024, là, on peut déjà être au plus haut. Hein. On peut être à un plus haut là. Voilà. Dans les, on va dire, presque aux 60 000. Hein, 55 000 par là. Donc d'ici d'ici début 2024. Hein. Donc on verra. On verra, mais ça peut se passer. Hein. Après, on peut corriger et aller chercher bien plus haut ensuite. Voilà. D'ici 2025, tout ça. Donc, ce qui nous attend là, en tout cas dans les mois, et en tout cas à long terme là, moyen long terme, c'est que du vert là, normalement. Donc on verra par rapport à tout ça. Quelques charts et après on s'arrête là. Ici, qu'est-ce qui est raconté? Les entités de crevettes poursuivent leur accumulation. Vous voyez, regardez les accumulations là. Ça c'est Shrimp, Net Position Change. Ah, c'est ceux qui possèdent beaucoup de Bitcoin là, on dirait. En tout cas, ils accumulent. Hein. Et vous voyez que... Si vous regardez, on dirait que les montagnes s'agrandissent là, au fur et à mesure. Donc là, on a eu des pics et tout. Vous voyez que là, un pic d'accumulation qui a fait que le prix a réexplosé. Et là, on dirait qu'on va reformer une autre montagne là.
Donc l'intensité de l'accumulation est encore illustrée par le fait que 160 de ces jours de négociation se sont produits au cours de la seule année, de la seule année dernière. Bon, en tout cas, on voit que ça a grossi là. Et on sent qu'on va aller chercher plus haut là. Donc voilà, hein. Ici, regardez, les images parlent. On est dans une descending broadening wedge, pardon. Ouais, l'anglais, bon, c'est pas trop. Mais c'est toujours la même chose, hein. Regardez en 2015, quand on était cette zone-là, là, perfect retest, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Explosion. Ensuite, on a corrigé pendant un an. On a retesté. On est remonté, corrigé, explosion. Vous voyez? Et là, on a bien chuté. Et là, voilà, on est dans cette zone. Qu'est-ce qui va se passer? Certainement, explosion, hein. Après, est-ce qu'on va exploser, monter à 40, corriger, attendre le halving du Bitcoin, partir à la hausse? Ou est-ce qu'on va faire un rallye directement, avec des corrections, bien sûr, mais directement au 100, 150, 200? Donc, à voir. Impossible de savoir vraiment ce qu'on va faire. Donc voilà pour le prix du Bitcoin. On s'est beaucoup attardé sur le Bitcoin. Là, on va passer un peu sur Ethereum et sur Ripple et clôturer la vidéo. Donc une adresse ayant participé à l'ICO d'Ethereum. Hein. Donc l'ICO d'Ethereum, donc au tout début. Hein. Donc en sommet depuis 8 ans, vient juste de se réveiller. 8000 ETH, soit l'équivalent de 14,5 millions de dollars, ont été transférés à une nouvelle adresse. Après une transaction test de 1 ETH. Donc pour rappel, lors de l'ICO, 1 ETH est égal à 30 centimes. Et aujourd'hui, 1 ETH dans les 2000 dollars. Donc, ça vous laisse réfléchir. Vous voyez? Donc là, c'est signalé par Whale Alert. Hein. Je vous recommande ce Twitter, Whale Alert, si vous voulez avoir les informations sur les baleines. Donc voilà, pour Ethereum, ça semble être intéressant. On sent que les baleines commencent à bouger. En général, quand il y a des gros mouvements comme ça de baleines, les baleines, c'est des portefeuilles qui possèdent pour des millions de dollars, vous voyez, de crypto ou d'autres. Vous voyez, et surtout de crypto. Hein. En crypto, on les appelle les baleines. Pour la bourse, tout ça, c'est un peu les... je sais pas comment on les appelle réellement, mais c'est des fonds d'investissement, des choses comme ça. Donc, on va passer à Ripple. Regardez ce qui a été passé... à New York, donc le panneau du Nasdaq, donc un grand indique, le Nasdaq hein, qui a félicité Ripple pour son acquisition de Metaco, vous voyez, une filiale, voilà, pour l'infrastructure crypto, tout ça, mais je veux dire, le Nasdaq a mis ça en plein New York, hein. Donc regardez ça. Tac, tac, tac. Donc là, il passe un autre truc. Hein. Voilà, c'est WedgePay 2.0. WedgePay a été lancé hein, pour générer... Ah, ça, je ne connaissais pas. Alors là, c'est une nouvelle génération de technologie de paiement basée sur la blockchain qui travaille à transformer les paiements en monnaie numérique et à améliorer l'expérience utilisateur. Ah, c'est pas mal ça. Ça s'appelle WedgePay 2.0. Donc, WedgePay, c'est ça là. Donc, ça a été intégré hein, au Nasdaq et ça va faciliter les paiements. Ça va transformer les paiements peut-être... voilà, je sais pas. Mais en tout cas, intéressant. Je m'abonne à ça. On verra bien. Mais voilà. Mais la nouvelle qu'il faut retenir, c'est quand même Ripple. Voilà, hein, qui est congratulé par le Nasdaq. Hein. Donc pour moi, Ripple... Voilà, c'est une question de temps avant que ça soit vraiment un géant institutionnel. Si vous regardez par rapport au Bitcoin, bon là c'est un peu caricaturé, mais en gros, regardez tous les partenaires de Ripple. Bon là c'est flou, hein. Mais vous avez énormément de partenaires pour Ripple. En gros, toutes les institutions financières quasiment peuvent être liées à Ripple. Vous avez des entreprises là, on voit comme Oracle, UBS, des grosses banques. Hein. Et en gros, pour les partenaires vraiment du Bitcoin, c'est le El Salvador, entre guillemets. Hein. Oui, parce que Bitcoin, après, c'est comme une matière première, ça appartient à personne. Vous voyez? Donc là, c'est un peu caricatural, pardon, excusez-moi, mais ça veut rien dire. C'est pas parce que Bitcoin, en gros, Bitcoin n'appartient à personne. Donc il y a le Salvador qui l'approuve, et en vrai, il y a beaucoup d'autres pays, et d'ailleurs, je vais vous montrer une actualité à la fin, qui ont décidé d'adopter le Bitcoin. Mais là c'est un pro XRP qui a pris au Ripple, qui a mis ça. Oui, Ripple c'est plus une entreprise. Vous voyez, une entreprise financière qui veut faire des transferts de fonds et tout ça. Bitcoin n'est pas là pour être une entreprise.
Bitcoin, c'est un moyen d'échange, mais sans nouer de partenariat. Bitcoin ne demande rien à personne. Donc ça caricatural. Mais je voulais quand même montrer le nombre de partenariats que Ripple a. C'est surtout ça que je voulais souligner. Et donc voilà, Ripple peut devenir aussi gros que des entreprises comme Amazon, Microsoft et Apple. Imaginez comment cela positionnerait XRP. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, à l'horizon 10-15 ans, Ripple sera aussi gros que Amazon et tout ça. Apple, tout ça. Parce qu'ils vont s'accaparer tout le marché des CBDC quasiment. Et ils vont être en lien avec beaucoup de projets de la finance, tout ça. Donc Ripple, vraiment, ouais. Pour moi, Ripple, ça va être comme JP Morgan aujourd'hui. Hein. Ça va être un géant institutionnel. Voilà. Donc, vraiment une entreprise du futur. Après, moi, à titre personnel, bon, c'est un peu déjà assez capitalisé. Hein. Si j'aurais eu un capital peut-être à plus de 200 000 dollars ou euros, peut-être que, ouais, là, Ripple, voilà. Mais là, moins de 50 000, je préfère aller plus dans le risque. Et voilà. Et attendre, voilà. Mais Ripple, très bon projet en tout cas. Et normalement, on doit avoir un portefeuille diversifié. Et voilà, hein, basé peut-être sur Ripple aussi. Un petit peu d'argent, voilà. C'est pas avec Ripple que vous allez devenir extrêmement... Vous allez démultiplier vos gains. Vous voyez? Donc après, à chacun de voir sa stratégie. Mais pour les gros portefeuilles, pour moi, c'est un excellent investissement que d'avoir Ripple. Donc voilà, on a fini le tour hein, quasiment sur les cryptos presque. Ça, je l'ai passé, un petit tour d'actualité. Hein, 71% des Français ne croient plus en leurs médias. Donc voilà, hein, ça fait que de monter. Hein. On le voit hein, que voilà, ils n'y croient pas. Donc en gros, 29% sont en accord avec les médias. Et c'est surtout en Finlande qu'ils sont en accord avec leurs médias ou qu'ils ont confiance. Mais en France, c'est 29%. Donc ce qui fait à l'inverse 71% ne croient pas. C'est ce que ça traduit. Hein. S'il y en a que 29% qui valident les médias, c'est que dans le sens les autres 71% ne sont pas en accord. Donc c'est beaucoup. Hein. C'est plus de la moitié de la population. Donc là, est-ce qu'on ne se foutrait pas un peu de notre gueule en mai 2023? Même le livret A, c'est mieux. Donc Hello Bank qui propose 2,5% d'épargne. Waouh! On va vachement s'enrichir avec ça. Sachant que l'inflation est à 6%, 6 ou 5% actuellement. Donc voilà, cette épargne-là, si vous mettez que vous épargnez votre argent, ça couvre même pas l'inflation. Donc en gros, vous perdez de l'argent. Donc, foutaise. En crypto, GTA 6 serait un play to earn. Donc des indices laissent penser que le prochain jeu de Rockstar Games pourrait se tourner vers ce modèle. Plusieurs documents indiquaient déjà l'implémentation de crypto. Donc imaginez-vous GTA en play to earn, donc jouer pour gagner. Donc en fait vous allez avoir des possibilités dans le jeu GTA avec des NFT à gagner, des choses à valeur unique qui coûteront de l'argent réel, tout ça. Donc c'est incroyable. Incroyable. Grand Theft Auto en play to earn. C'est fou. UOB, je voulais vous souligner cette crypto qui pour moi va pas mal performer. Hein. Pour moi, ce serait pas une bonne idée, enfin pas une mauvaise idée, pardon, de détenir la crypto, acheter la crypto de UOB. Parce que UOB, je les vois comme le Binance de Chine, on va dire. Binance a dominé et s'est imposé aux États-Unis et un peu dans le monde. Et UOB, j'ai l'impression que c'est le pendant de Binance en Chine. Donc j'ai l'impression que UOB, regardez, hein, ça prouve, hein, les téléchargements là, c'est bien plus téléchargé que WhatsApp et Discord. Hein. Donc UOB très très téléchargé. Ça rien qu'aux États-Unis, hein, mais aussi parce que UOB en fait va s'ouvrir et est bien positionné pour s'ouvrir sur le marché chinois. Et je pense que la majorité, parce que UOB c'est plus réputé que OKX ou Gate.io. C'est plus solide, c'est un plus gros exchange. Et là, comme ça, ils sont positionnés à Hong Kong. Je pense que la majorité des gros, en tout cas des gros portefeuilles, vont faire, ou des gros spéculateurs vont faire leur trading à travers UOB. Donc pour moi, UOB là, parce que Hong Kong s'ouvre le 1er juin. Donc là, c'est dans 3-4 jours. Et là, en Chine, là, ça va péter. Donc pour moi, UOB, avec Conflux Network, la blockchain Layer 1, avec, je sais pas moi...
Gate.io ou OKB là, ou OKX, tout ça là, ça va exploser. C'est le narratif chinois. Donc, pour moi, ça va exploser. Donc, à voir en tout cas. Surveillez bien UOB. Hein. Et pourtant, c'est des crypto exchange. C'est pas ça qui font des rallyes. Mais je pense que ça pourrait faire des gains là, UOB. Et voilà, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, le canton de Zug en Suisse qui accepte désormais les paiements d'impôts en Bitcoin et Ethereum. Donc une première en Suisse. Donc les cryptos se démocratisent, même pour les impôts, pour payer les impôts. Même en crypto, on peut faire ça. Donc les cryptos qui se démocratisent un peu partout. C'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà, hein, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'hab, je fais un petit tour de l'actualité. Ripple, hein, comme vous l'avez vu. Les entreprises US déposent le bilan à une vitesse record en 10 ans. Donc voilà, hein, ça fait partie du narratif négatif là, de la hausse des taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Voilà les conséquences que ça a sur les entreprises américaines. Et ça va très vite maintenant. Donc ça, voilà. Aussi, je vais vous montrer les cryptos dans la tendance, comme d'habitude, en fin de vidéo. Donc comme d'hab, hein, je pense qu'on a PP. Voilà, PP, Pancake, Simpson Inu, Sui. Voilà, hein, les cryptos un peu dans la tendance. Vous voyez, Bitcoin, Ethereum, Render, Polygon, XRP, pas loin. Et voilà les cryptos un peu dans la tendance, là. Surtout PP. Hein. PP est toujours en top des tendances. Et PancakeSwap qui revient à la une. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ici, Michael Saylor qui dit que 84% des propriétaires de Bitcoin ne voteront que pour un candidat présidentiel qui soutient le droit de posséder du Bitcoin. Pardon. Donc, vous voyez que ça peut avoir son, ça peut avoir son lot on va dire, de différence. Hein. Oui, et moi, je pense que oui. Hein, tous les possesseurs du Bitcoin vont voter pour quelqu'un qui défend les droits du Bitcoin. Donc, voilà par rapport à tout ça. Voilà, les cryptos, regardez, hein, quand on regarde dans le RSI là, enfin le volume en bas, et même le RSI là, on voit qu'on s'approche d'un croisement bullish. Hein, ça à long terme. Donc là, pour moi, ça c'est très pertinent. Hein, je vous le partage. Mais ça c'est très très pertinent et pour moi c'est ce qui va arriver. Hein. Je pense qu'on va avoir du vert là. Donc je suis très bullish en tout cas sur les marchés à moyen terme là. C'est le sentiment que j'ai. Hein. J'ai l'impression que ça sent bon. Donc voilà hein, les amis. Je vais pas faire plus long. On est peut-être à 40 minutes. Ouais 42 minutes. Allez je poste ça. Et on se retrouve peut-être demain dans une nouvelle semaine. Avec pas mal de choses. Pas mal de chiffres américains. Tout ça. Et on verra si les marchés seront bien verts comme je le pressens. Ok, Spartiate, force à nous. Allez, à plus.